C'est un honneur et un privilège que de vous retrouver pour le 5e numéro de Renaissance, l'émission qui questionne les vocations, qui met en lumière les talents, les témoignages de vie et les parcours de vie atypiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir un invité particulier, un acteur majeur de la scène artistique de Brazzaville, qui s'est distingué à plusieurs reprises sur les planches du Festival international de théâtre de Brazzaville, Montina-sur-Seine, qui a constitué pour lui un véritable tremplin à sa carrière. Et aujourd'hui, il se distingue à la fois en tant qu'artiste, comédien, mais aussi en tant que metteur en scène dans des travaux dont il va nous parler tout au long de cette émission. Bonjour Boris Florian Mikala et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité aussi. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Écoutez, je vais bien, je bouillonne de l'intérieur, je suis en pleine préparation d'une représentation, celle de demain matin, d'une captation même à l'occasion du CAF 72. Nous allons vous parler dans ton actualité, mais déjà, on aimerait savoir qui tu es. Pourrais-tu te présenter aux chers auditeurs et auditrices de la Radio Magnificat en long, en large, en hauteur et en profondeur? En long et en large, c'est déjà fait. Boris Florian Mikala II, artiste, comédien et metteur en scène. En profondeur, je crois que l'émission nous en dira un peu plus puisque je suis juste quelqu'un d'ennuyeux, de très, j'aime la vie, je profite de chaque instant, je déteste la pression, en tout cas, j'aime mon travail, mais tellement trop. À un moment donné, c'est difficile de l'aimer à ce point, mais on essaie de se partager entre la vie sociale qu'il faut mener, les projets d'éducation qu'on lance, la vie de famille qu'on se construit avec une partenaire, la famille au sens large, mais ma mère, puisque j'ai plus de père depuis 2019. Voilà un peu, sinon c'est être partagé autour de ça et la grande famille qui est l'amitié des artistes avec lesquels je passe le plus clair de mon temps. Alors, tu as parlé de ton père et nous ne savions pas, nous sommes désolés pour ça. Oui, mais ça fait déjà... Depuis 2019. Oui, 5 ans donc. Alors, tu nous parleras souvent de ton père dans ton histoire et déjà on va parler de lui. Pourrais-tu nous parler de ton parcours scolaire et académique parce qu'il ressort souvent dans ce parcours-là, dans les à côté de ce parcours-là? Ah oui, c'est vrai. C'est le parent avec lequel, puisque parents séparés, c'est le parent avec lequel je veux passer mon enfance. Je suis l'aîné d'une famille avec ma mère. Mon père en a eu 4 des enfants et j'en étais l'aîné. Et quand je suis à l'école primaire, lui vient de finir et encore, je suis né, il est étudiant, il vient de finir et quand je vais à l'école primaire. Dans les endroits où il commence à enseigner, dans les lycées où il enseigne, je suis obligé de me faire ma scolarité primaire dans ces localités-là. Et du coup, tellement qu'on était attachés, on nous appelait pantalon et ceinture. Donc j'étais la ceinture et lui le pantalon, puisque quand j'avais pas cours, il m'emmenait même pendant ses cours à lui. Du coup, c'est... Parce qu'il était enseignant. Oui, il était enseignant, prof de français de lycée, jeune prof à cette période. Et avec le temps, j'ai fini par comprendre pourquoi est-ce que j'étais le chouchou de toutes les jeunes lycéennes de cette époque-là. Et il était enseignant et il avait aussi, comme on a pu le partager souvent avec toi, il était très libre et il était intellectuel, on va dire. Oui, les bouquins, c'était tout lui. Tout de suite, tu es enfant, tu vois un monsieur qui, dans ses conversations, te parle de bouquins, vous devez lire, te partage une page de lecture, te partage le plaisir des mots, te partage ses envies d'aller au cinéma. Il va au cinéma avec son fils, il va au théâtre avec son fils. Je crois que c'était pour moi une bonne initiation, en tout cas c'est une sorte d'immersion dans ce monde où les mots éblouissent et, ayant ébloui un jeune homme que j'étais. Je crois que c'était
C'était lui en fait. Je sais pas si c'était consciemment. Il voulait d'un enfant qui aime lire. Il voulait d'un enfant qui soit très ouvert, très sensible à la beauté, à la création. Et je crois qu'il a réussi son pari. En tout cas, et je suis fier de ça. J'imagine et j'ai pris conscience d'à quel point cela m'a bien compacté, m'a bien mis sur les routes d'une vie que je mène actuellement assez bien en ce moment. Et donc, tu vas faire un parcours scolaire, mais déjà, grâce à ce qui se partage entre ton père et toi, tu te distingues déjà à l'école. On te colle d'ailleurs un petit nom, parce que on t'appelle Esprit déjà. Oui, esprit, c'est plus tard. Esprit, c'est au collège. Et ça, c'est pas trop. En fait, j'accepte bien de me faire appeler esprit aujourd'hui. C'est parce que j'ai pris le temps de mûrir. Parce que esprit, c'est un moment donné de mon âge où cette adolescence, ce côté où il y a cette transformation hormonale, cette découverte du corps, les crises, conflits avec parents, conflits avec enseignants, ce moment où tout devient la période conflictuelle de ma vie. Et dans cet égarement, j'ai fini par me faire surnommer esprit parce que je me dis il faudrait que je traverse ce truc, mais tout en étant mystérieux en fait. À la base, ça partait du mystère. C'est du genre, on comprend pas les difficultés que tu vis. On n'a même pas l'impression que tu étudies. Tu vas pas à l'école, mais les résultats ils sont. Et après, les gens ils se posent la question, mais comment tu fais? Je dis, je fais. En fait, je ne veux pas qu'on comprenne ma vie, en fait. Je deviens lugubre. Et dans ces petits élans-là, je décide de me faire surnommer Esprit. Mais bien avant, j'étais Steve Urkel, en référence à l'humour, et bon, à l'acteur Jalil White, je crois, oui, Jalil White dans La vie de famille. Mhm. J'ai J'aimais faire rire, j'aimais mettre en situation où je perturbe un cours avec, et pour le grand plaisir des amis. Mais au final, ça n'empêchait pas que je travaille conséquemment bien et que je décide de me surnommer Esprit. Donc, tu as déjà à ce moment-là un sens, enfin, tu épouses déjà certains personnages à souhait, tu es lugubre, tu veux faire rire. Et aussi, tu vas un peu plus loin, c'est que tu crées déjà des scénettes à Oui, l'école. oui. Je fais ça, je me mets en représentation aux heures de permanence. Déjà à cette époque, c'est être devant tout le monde, déguisement, à la limite travesti, port des jupes, des perruques pour faire des jeux de rôle à tout va. Comme ça, mais vraiment c'est très loin, des années très loin, mais vraiment j'avais cette envie d'être toujours autre personne que moi-même, parce que déjà ma vie est aussi elle était pas trop stable en termes de relations, en termes de relations familiales notamment. Tu découvres cette séparation des parents, tu prends conscience que tu vas devoir vivre partagé, et chacun des parents rencontre d'autres avec qui ils vont faire leur vie. Tu ne sais pas avec lesquels il faut composer. Donc tout ça m'a permis moi de me mettre mais constamment en scène, constamment quelqu'un d'autre. En tout cas, je venais à l'école, je suis soit fâché, je joue quelqu'un qui ne va pas parler aux gens pendant les cours, mais dès qu'il y a l'occasion, je fais rire tout le monde, je vais dans le sport, en tout cas, je m'éclate, ça devient une énergie, une boule d'énergie que j'ai trouvé que le moyen qui m'allait assez bien pour dégager un peu tout ça, pour rejeter toutes ces sensations qui sont du fait de la famille. C'était en se dédoublant, en se créant des personnages,
En tout cas, je n'en compte même plus puisque même moi-même, je me suis cru parfois être de cet ordre-là très désordonné. Est-ce que c'était une fuite de toi-même? Fuite de moi-même, je n'avais pas de raison de fuir. Au contraire, je refusais, en fait, à ce moment-là, c'est d'abord le refus d'un monde. Euh, c'est comment je me positionne, à comment il se présente à moi. Il arrive que je tende les mains, que je croise les bras, que je me trouvais des positions où je pouvais petit à petit le digérer. En tout cas, j'ajustais ma manière d'être pour ne pas le prendre de plein fouet, en fait. Et vient le moment des études supérieures, où il faut se construire un avenir, comme on le dit, et tu choisis à ce moment-là de faire des études de droit, c'est ça? Oui. Et pourquoi ce choix? Parce que plutôt, je suis en train de mûrir un tout petit peu, bon, pas suffisamment encore, je pense. Je suis en troisième, par rapport, je rate l'examen, je fais 2 fois la troisième, j'ai manqué le BEPC. Et pendant les vacances, je découvre les procès dans la petite bourgade où j'étais, c'était à Muyonzi. Euh, c'est, je me dis qu'est-ce que je fais? J'étais tout petit et quand j'allais dans la salle des procès, on me disait même non, il n'y a pas des enfants ici. Je me faufilais malgré moi. Je voulais voir qu'est-ce qui réunissait tant de personnes comme ça. Et je découvre pour moi quelque chose d'assez inédit. Tu connais ce que c'est, tu suis à la télé. Tu as du mal à te rendre compte que c'est vrai. C'est quand tu le vois comme ça que tu te dis, dis donc, j'ai joué un tas de personnages très, très rigolos mais ça, c'est des bons personnages, c'est des gens à interpréter. L'éloquence, les costumes, la scène carrément d'un procès, les avocats au chapeau, c'était pour moi les prestateurs, mais vraiment c'est des gens avec une présence au-delà, un verbe, quelque chose comme ça. Tu te dis mais comment on en arrive là? Qu'est-ce qu'on fait finalement pour devenir comme cela? C'est ce que je veux faire. Moi je le reprends encore à cette période-là comme représentation. Et après tu découvres très tôt que c'est juste des gens qui ont fait des études d'un domaine donné, notamment le droit. Et après, il y a ça. Ah ben, effectivement, donc derrière ce spectacle, il y a des justices qu'on rétablit, il y a des affaires qu'on règle. Oui, mais on peut donc régler des affaires tout en faisant des bonnes prestations comme ça. Je me dis, oui, d'accord, mais donc c'est ce que je ferai. Et voilà comment je m'oriente en série littéraire. Et de là aussi, je découvre les pièces de théâtre, cette écriture théâtrale. Je commence pour mieux les comprendre, je mets en scène des amis, à mettre en scène. Bon, à l'époque, c'est juste utilisation de l'espace. Que dit la didascalie? Qu'est-ce qu'il y a autour? Et voilà. Je m'amuse mais vraiment, à me plaire dans cette écriture qui ne se comprend qu'en fonction que les uns et les autres y parlent. Et tu dis, oula, c'est beau. C'est un peu comme au tribunal et tu tombes sur des extraits de livres où il y a finalement des situations de procès. Et tu dis, mais c'est moi l'avocat. Et vous faites autre chose, mais l'avocat, c'est moi. Il y a tout un tas de travail qui commence à se faire, mais bon, c'est, c'est juste encore très innocent, hein, vraiment aucune vision artistique derrière, c'est juste l'envie de se faire voir, de présenter à d'autres amis. Ah oui, pendant que vous rigoliez, nous, on s'est tapé des répétitions, on a retenu des morceaux de texte, on va vous faire part, et voilà, quoi. C'était ça tout mon lycée. Je mets en scène des situations, on en écrivait quelques-unes, notamment quand arrivent les campagnes à l'époque. Il y avait le CNLS, il y a l'UDLS, je crois, l'unité départementale, qui vient prendre des textes que vous avez montés en parlant de sida et voilà, qui essaie de faire des captations vidéo pour la sensibilisation dans la communauté. Tu te dis, oula, mais
ça marche, mais bon, jusque-là, tu es encore élève et tu as pour but ton bac et affronter les fameuses études de droit qui te donnent droit à un statut de comédien avocat. Dans ma tête, c'est comme ça que ça sonne. C'est que je vais aller prester le droit, mais ça va être drôle. C'était ça, en fait. Donc, ce côté théâtral que tu retrouves dans les études, enfin, dans les prestations des acteurs du droit, et aussi les implications réelles, parce que il y a ce côté, il y a des vies des gens qui sont impliqués, il y a des sentences, il y a des incarcérations, tout ça, donc c'est très, voilà. Mais qu'est-ce qui fait que ce rêve ou bien ce statut de comédien avocat que tu recherches, tu renonces à ça? Comme quoi, il y avait un fond de justice en moi, quelque chose que j'ai toujours aimé. Et les conditions d'études de notre université, malheureusement, c'est pas tant. Je félicite maintenant, avec beaucoup de recul, tous ceux qui réussissent, qui s'acharnent à aller jusqu'au bout. À la base, je me disais que c'est fait pour ceux qui n'ont pas de conscience, en fait. Il y a une sorte de lobotomisation qui se passe à la faculté. Tout se passe bien, mais le désordre, la preuve, toute une montagne de désordre a conduit qu'actuellement les études soient en grève. Je ne parlerai pas de ce gros, mais cette arnaque que sont les études. Tu as aimé les enseignants au lycée, même par leur éloquence. Tu as aimé les études. Et quand tu découvres cette université, tu vois déjà le premier contact, c'est à se partager. La chaleur humaine, il y en a, puisque vous êtes vous êtes 10 fois plus qu'il n'en fallait dans une salle. Mais tout autant, il y a une sorte de froideur, il y a quelque chose qui te glace, qui te dit, mais c'est quoi? C'est horrible entre les enseignants qui viennent se taper justement des mauvais rôles, en fait. Avec le temps, j'ai fini par me dire, bon, effectivement, c'est des comédiens de tragédie, tu vois, c'est des acteurs de tragédie. C'était trop froid, c'était trop... c'est devenu un peu trop sérieux, mais sans que ça le soit à l'intérieur, en fait. C'est que tout ce qu'il y a de sérieux, c'est qu'on vous dit que les études doivent être prises au sérieux. Mais ils sont pas donnés sérieusement. Ils sont, il y en a même pas, en fait. Il y a des cours qu'on n'a pas. Il y a qu'à aller prendre un polycopie à la photocopie. Vous travaillerez là-dessus. On va vous envoyer quelqu'un qui vient déposer les sujets d'examen et l'enseignant qui n'est pas là pour corriger parce qu'à la base, il a eu un problème avec le doyen et par ego, il a dit qu'il va prouver au doyen qui est grand dans ce pays. Tu te dis, mais nous, on est où là? Et bon. Malgré ça, on fait un bon bout de chemin quand même jusqu'en 3e année. Tout allait bien jusqu'à ce que, malheureusement, sur 2 semestres, il y a un semestre sur lequel tu es censé faire 3 matières de rattrapage. Tu fais les rattrapages. On ne te dit pas lesquels tu as réussi, tu es obligé d'aller faire. Dans le doute, abstiens-toi, tu recomposes tout. On te dit que tu en as toujours 3 que t'as pas bien validé. Tu veux dire, dites-moi au moins les noms de celles-là pour que l'année prochaine, je me prépare. Je vais passer toute une année à ne faire que ça. Donc, dites-le moi, mais ça traîne. Tu restes, tu abandonnes, tu vois. À ce moment-là, tu te dis, tu as un ami qui te dit, mais pourquoi tu ne fais pas du théâtre en attendant? Je dis, oui, c'est ce que je vais faire. J'accepte un poste d'animateur culturel à Boko. Je commence à initier des projets de théâtre avec les enfants de la communauté. Puis on me rappelle à Brazzaville, non mais écoute, il y a des distributions, il y a le festival Mantina, tu peux faire des ateliers, tu peux partir comme ça, tu peux aller. Tu dis, ah oui, voilà, comment je quitte Boko, je reviens. Et pendant tout ce temps, ça passe, l'année passe pour ceux qui sont allés en master. Et tu as un bon jour comme ça au milieu de ta vie, tu n'as rien demandé à personne, les gens qui t'appellent pour te dire mais pourquoi tu viens pas à l'école? Je dis je sais pas pourquoi, qu'est-ce que je viens faire, les 3 matières, j'attends toujours les connaître. En attendant, je révise un peu les cours puisque je suppose qu'ils vont être les mêmes cette année.
Non, on te parle du master, nous, on voit ton nom dans les documents, machin, et oh, tu dis, bah, vous rigolez, quoi. C'est devant tout le monde que ça n'a pas marché. Mais quand tu comprends que dans cet élan, il y a des gens qui ont donné un 50 000 francs pour un semestre, il y a eu tout un réseau, tout un marché dans les cafettes de la faculté, tu dis, merde. Et que quand plus tard on découvre que sans que tu n'aies rien demandé à personne, que tu as ton nom là-bas, ma conscience à moi, pour comment j'ai été éduqué, je ne peux pas concevoir cela. J'accepte de perdre cette année et d'y retourner l'année qui suivrait. Donc, je reste à la maison, je fais manchina, je découvre, je joue les fourberies de Scapin. Quelque chose commence le côté amusement de la vie, le côté théâtre de la vie commence à s'éclaircir pour moi. Et je me dis, ouais, je m'amuse, c'est tant mieux. La meilleure des choses pour moi, c'est de prendre du plaisir. Si je m'ennuie, je me barre. Je m'amuse pas. J'aime pas que ça soit trop, mais vraiment quasi sérieux. C'est vraiment plaisir, esthétique, beauté, poésie. C'est tout ce qui me motive. Et voilà comment, en faisant du théâtre, je retourne à la fac pour mon master et tu découvres encore que c'est le mental de certains enseignants. C'est pas cela, en fait. Tu dis, bon, écoute, un enseignant te fait chier, déjà que, faut le dire, il est, avec toute politesse, il est con, il est bête, mais vraiment aucun doigté dans le langage, aucune verve, il est pas épaté, c'est vraiment je dis, je le mettrais dans le rang des commerçants, mais vraiment commerçants total, mais vraiment des marchés. Il n'y a pas de justesse dans comment il te parle, et même le minimum encore, il ponctue tout ça par une impolitesse. C'est pas parce qu'on est enseignant qu'on gueule sur quelqu'un déjà d'entrée même. Tu fais pas ça et ce jour-là même devant tout le monde j'ai claqué la porte, j'ai dit bon, si je répondais je me mettrais à dos quelqu'un que je ne peux pas supporter et j'ai dit ah d'accord, j'ai compris, mais sans rancune, sans regret, j'ai juste vomi cette vocation-là. Je me suis dit bon, je pourrais être avocat sur scène, un de ces quatre. Je cherche un texte où il y a un très grand procès où je réaliserai mon rêve sur scène et ça c'est beau. En tout cas mais de grands rêves m'ont accueilli, m'ont ouvert d'autres horizons et actuellement la vie c'est autrement que je la vois. Je fonctionne toujours, je la vois que côté plaisir et même quand je stresse dans mon travail c'est juste parce que je sais qu'il y a une satisfaction au bout de compte. C'est très fort ce que tu dis. Et quand on s'intéresse finalement à ton parcours, on voit que le théâtre a toujours été là depuis tout petit avec ton père justement, et avec cette initiation qu'il te fait, la littérature et toi-même tes recherches, le goût que tu développes, et aussi on n'en a pas parlé de cet endroit où tu cours après les cours pour aller assister à des représentations. Tu peux nous en parler 2 secondes? Oui, c'est juste les moments où tu es en fac entre la première et la 3e année, quand toi-même tu sais que la fac te prend tellement de temps que tu peux pas aller faire des répétitions de théâtre, mais chaque fois que tu savais qu'il y a un spectacle au CEFRAD, parce qu'à cette époque il y en avait beaucoup, il y avait encore le CEFRAD déjà, il y avait le CEFRAD, il y avait l'Institut français, vous finissez les cours à 17h, le spectacle est programmé à 18h, mais n'ayant que parfois le coût du tarif du spectacle, c'est-à-dire 1000 francs dans ta poche en tant qu'étudiant, tu te dis je ne prends aucun bus, je vais affronter je veux bouffer cette distance à pied, mais il faut aller vite parce que plus long entre la fac de droit et le CEFRAD, c'est un peu plus d'1 heure. Si
on considère la fatigue que l'on a accumulée d'entendre un certain nombre bon, je me retiens sur ça à la fac et le CEFRAD. Et donc, il fallait que chaque fois qu'il y avait les mercredis, vendredis, quand il y avait spectacle au CEFRAD, je ne pouvais pas m'empêcher de manquer un spectacle. Et ben, j'en ai même la manie jusqu'ici. J'aime suivre les spectacles. Je suis, mais vraiment, où que ça se trouve dans la ville, j'aime aller voir, en tout cas. Surtout de théâtre, de danse et autres. Donc, du coup, voilà comment je courais presque chaque semaine. J'avais mon petit sprint, mon petit sport gratuit où je partais de la faculté de droit tout de suite sorti de l'amphi. Et parfois même que ça tirait un peu en longueur. Tu avais un pied qui tremblait parce que tu étais impatient. Tu es déconnecté pour l'instant du dernier instant de cours, parce que tu es en train de visualiser le chemin que tu vas te faire et comment envisager les éventuels raccourcis, comment en partant d'ici en peu de temps, je descends sur la corniche. À cette époque, elle n'est pas construite, il y a pas le pont. Et je considère même que le pont, c'est même le trajet est encore un peu plus lent qu'avant parce que j'arrivais à entrer en dessous et sortir carrément derrière le CEFRAD. Et quand j'arrivais, j'étais tout en sueur, et tu trouves les gens qui entrent, tu te dis, je prends un petit temps, mais faut pas que je manque le début, parce que c'est très important pour moi, le début d'un spectacle, l'entrée en jeu. Comme ça, pouf, il y a quelque chose qui t'illumine, qui te met qui te connecte à la suite des choses. En tout cas. Et donc là, tu as finalement, quelque part, tu as deux vies ou deux destinées qui courent en parallèle et tu renonces à une destinée pour une expérience, enfin, pour un cumul, on va dire, finalement. C'est un cumul de plusieurs frustrations et puis la goutte d'eau qui va venir faire déborder le vase. Tu finis par choisir le théâtre. Mais comment se passent tes premiers pas dans le théâtre? Dur, en tout cas difficile. C'est dans le théâtre professionnel, vraiment à ce moment-là, il faut effectivement affronter toute une horde des gens avec des grosses expériences, avec beaucoup d'années derrière, avec presque ce côté spécifique à toutes les communautés, en fait, les corps de métier. Il y a c'est comme entrer dans une caserne des pompiers ou dans une caserne militaire. Il y a déjà ceux qui sont là. Et c'est vraiment les parois c'est pas pour eux, en tout cas. C'est comment on réussit à se frayer un truc dedans. Il y a des frustrations au rendez-vous, par exemple. Il y a des retours. Tu fais une première tentative, tu sais jamais assez. Il y a pas qu'une première, une deuxième, une troisième, parfois jusqu'à 10 représentations où tu as quand même été là. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et très tôt, comme j'avais décidé déjà de prendre la vie côté plaisir, je me suis dit, le plaisir dans tout ça, c'est peut-être écouter tout ce qu'on te dit, mais c'était parfois dit, c'était toujours dit à mon point de vue à cette époque, très méchamment, parce que on te dit non, tu seras jamais comédien, retourne à tes études, fais ceci, c'est dur le métier, parce que c'est physique, c'est l'intelligence, quand tu captes l'instant, l'espace et tout ça, ça devient en gros loin de ton amusement au départ où tu mets en scène tout court comme ça. Il y a toute une grammaire que tu es en train d'apprendre, il y a un vocabulaire, il y a la scène, il y a quelque chose de beaucoup plus construit, mais vraiment de ce qui fait de ça un théâtre professionnel. Et c'était dur, mais je savais, et comme je m'étais dit, il faut que je trouve un moyen de me faciliter la tâche. C'est que quand on me fait une remarque, aussi méchante soit-elle, je la considère et pendant tout le temps, je vais travailler sur cela. Je posais même des questions. Vous voyez, c'est mauvais, à quel endroit, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse exactement, qu'est-ce qu'il faut que je règle et autres. Quand j'ai réussi ça, je retourne, je dis, mais est-ce que ton premier reproche, ça va? Il dit, ah oui, de ce côté, ça va, mais il y a encore un problème. Il y avait toujours un problème. Il y a toujours un problème. Il y en aura toujours. C'est que il fallait tout de suite
conserver les efforts fournis pour pallier une difficulté à cet endroit-là pour aller, pour se lancer un autre challenge. Par exemple, sur la voix, ah non, elle porte pas assez, où est-ce qu'on la puise? Quand on est tout jeune, même les consignes de ceux qui vous dirigent, tu ne les comprends pas assez. Jeune dans le métier aussi. On dit, il faut pousser la voix, elle doit venir du ventre, pas du torse. Faut pas parler avec le cou, tu te casses là, avec les cordes vocales, tu te les casses. Il y a tout, tu te dis, mais comment on fait? Il y a pas de guide pratique, en gros. Il y a pas de, oui, voilà, tu sais, à la limite, quand on te met en conditions pratiques, ça ressemble quasiment aux exercices de torture militaire. C'est quelqu'un se lève sur ton ventre, mais quelqu'un de déjà plus lourd que toi, et tu es censé parler parce que tu dois, il comprime ton abdomen comme ça de son poids. Mais vraiment, euh, des méthodes très difficiles, peut-être aussi par un manque de moyens. Je me dis quand même, sous d'autres cieux, il y a des conditions, une salle spécifique, des outils à mettre sur la taille. Mais je me dis, il y a toujours ça. Il y a comment on parle, comment on s'adresse à quelqu'un, comment on fait que son propos soit à la fois à la personne devant toi et à toute une salle. Et il y a ça, il y a les positionnements, mais tout était, il fallait faire te donner toi-même un exercice pour une durée de 6 mois. Tu dis, bon, vu qu'on me reproche ça, je commence par ça. 6 mois plus tard, tu reviens, tu dis, ah oui, il y a des progrès, mais écoute, il y a les mouvements, tes déplacements, il y a ceci. Je dis, mais effectivement, je suis en train de prendre conscience de mon espace, et voilà. Et donc, du coup, fallait travailler cela. Ça a pris, au bout de 2 ans, je crois que j'ai commencé à avoir des retours du genre, ah, mais oui, mais on peut partir sur une création où tu peux jouer avec nous. Tu peux faire ceci. On voit des progrès. Et comme j'étais acharné, j'ai, je les ai, j'avoue que c'était difficile, mais j'ai comme l'impression que c'est pas une impression, ça ne l'a pas été pour moi. Parce que je me disais, je prends du plaisir. J'ai pleuré des fois. J'ai eu des jours où je me suis dit, demain matin, je retourne plus à la suite d'une répétition. Et je dis, je reviendrai plus. Mais tu ne t'expliques pas ça comme pris par une pulsion comme ça. Tu es surpris d'être arrivé en premier aux répétitions. Tu dis, mais il y a toujours qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que hier ne m'a pas appris? Et mais c'est parti, c'est toujours avec cette même envie. Tu te dis, oula, il y a des doutes, effectivement, ils ont été là, mais très présents. Mais j'aime toujours, même jusqu'aujourd'hui, rien que la journée d'aujourd'hui, en cette matinée, j'ai douté, mais quand je suis arrivé au moment d'installer une scène, rien que ça me revitalise, en fait. Je suis tout neuf. Et c'est beau à entendre parce que les frustrations, dans le théâtre aussi, tu en accumules, mais tu ne décroches pas, contrairement au droit où, voilà, donc c'est quelque chose de plus fort et de plus grand que toi qui te ramène là où tu aurais pu aussi te dire, bon, ça va. Donc tu continues parce que c'est la passion, parce que c'est quelque chose de très fort. Et donc ce fait que tu t'accroches à cette flamme-là fait que au bout de 2 ans, tu le dis, nous, on a eu l'occasion de te regarder des fois, que tes passages sur scène sont très souvent remarqués. Dès que tu passes, voilà, il y a un avant après ton passage. Et on peut voir, moi je parle surtout pour moi de ces séquences où tu as cette robe rouge, où tu joues un personnage. Voilà, c'est beau. Et il y a aussi le guide providentiel qui vient, voilà, avec la voix que tu imites d'un certain guide providentiel. Donc c'est toujours, c'est de se dire que finalement, ça c'est mon avis, que toute ta vie t'a préparé à ce moment-là. Et est-ce que tu as un sentiment de satisfaction aujourd'hui et tu te dis quand même ça en valait la peine, toutes ces souffrances? Oui, aujourd'hui, plus que jamais, en fait. Je me satisfais. Oh là là. C'est, c'est un doux euphémisme, ça. Je suis comblé d'avoir
surtout maintenant d'être lancé sur aussi une carrière parce que j'ai créé une compagnie depuis 2021. J'en suis à 3 créations avec la compagnie, des spectacles dont l'un ce sera en représentation demain à l'Institut français. Euh, c'est ces instants. Oui, j'ai été préparé, j'ai pas senti le poids de la pression, le poids mais vraiment des embûches, j'ai pas senti tout ça en fait. J'étais poussé. Aujourd'hui, j'essaie moi aussi avec quelques petites notions de pédagogie. J'essaie d'être plus pédagogue quand je transmets. Je veux pas être aussi violent qu'on a été à mon endroit. Mais après, j'en veux à personne. Je remercie toutes ces personnes qui ont, à un moment de leur vie, tous ces grands acteurs, en l'occurrence Harvey Massamba, qui a été beaucoup dans mon parcours artistique, mais vraiment une immersion au sein de sa compagnie, la compagnie Nsala pendant 3 ans. Je remercie Antoine Irika pour avec l'ATU, qui est un centre que j'ai découvert très tôt, très jeune, moi natif de Bas-Congo, et au centre même derrière, il y avait cet espace où on a connu beaucoup de grands, où à l'époque où j'étais jeune, il tournait un film avec tous les acteurs que je voyais, moi tout jeune, qu'on appelait Nana sur le sida comme ça, avec Lisbeth Mabiala. Il y a tout un tas d'acteurs qu'on connaissait bien. Il y a Fortuné Bateza avec les ateliers à l'Institut français, un grand qui a été très critique à mon endroit, et avec le temps, très très satisfait aussi, puisque on envisage des collaborations ensemble. Il y a tous les metteurs en scène de la ville qui, à un moment donné, ont cru que j'étais prêt à intégrer, parce que j'ai travaillé avec quasi tout le monde, les metteurs en scène, les anciens, les aînés, les grands frères. Pour moi aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui me voit actuellement être metteur en scène, c'est oh là. C'est mais merci à tout ce monde. Ce serait difficile que je cite tout le monde. Alphonse Mafoy, Arthur V, Clovis Ngoubili, Sorel Boulingui, Julien Bissila, Dieudonné Niaouna, Chris Niaouna, toutes ces personnes mais vraiment, qui ont collaboré avec moi, parce que pour moi, chaque collaboration a été une occasion d'apprentissage. En tout cas, je tombais dans le projet, mais avec les yeux d'un enfant comme ça. Et aujourd'hui même, je le ferai. Quand je suis invité sur une création, c'est cette envie de découvrir, de vivre en fait les sensibilités des autres. Comment ils partent d'un bout de texte à une création. Tout cela m'ont donné cette fibre, cette envie, ont nourri en fait mon parcours. Et aujourd'hui, je suis très satisfait, parce que c'est parti pour moi. Je lance des initiatives de formation des jeunes. J'ai un petit festival des enfants pendant les vacances. J'ai ma compagnie, j'ai des projets, et j'ai une liste des projets à faire pour le compte de la compagnie déjà. Tant à partir de l'an dernier que pour tout au long. Je suis comblé, en tout cas. J'ai pas d'ennui côté instant de travail. Je travaille théâtre tous les jours, tout le temps, et je ne regretterai, je ne m'épuise pas de ne faire que du théâtre, en fait. Je peux travailler du matin au soir, rentrer chez moi, fatigué physiquement, mais sur le plan de l'âme, aucune fatigue, aucun stress. Il y a que mon physique qui me pèse, mais sinon, l'envie, tant qu'à faire, le lendemain matin, je reviens, en tout cas. Et ça, c'est un très beau signe d'épanouissement. Alors, justement, on parlait de reconnaissance sociale de tes pairs, mais aussi du public qui te suit depuis plusieurs années déjà. Et on va donc aborder cette question d'actualité, parce que tu en tant que metteur en scène,
tu as travaillé sur l'adaptation du théâtre du roman Cave 72 de Fanatiki Mpuya dans le cadre du 19e sommet de la francophonie en créant donc un spectacle dans un spectacle. Est-ce que tu pourrais nous en parler et dire ce que tu prépares pour la scène de l'IFC ces jours-ci? Demain, après-demain. Non, demain. C'est demain, mercredi 11 décembre. Oui, en fait, dans le cadre du 19e sommet de la francophonie, j'ai eu en fait le bonheur, moi, de monter Cave 72, qui est justement, comme c'est dit, l'adaptation du roman de Fanatiki, prix Voix d'Afrique 2021. Et donc, c'est simple. Il y a une adaptation. À l'origine de l'adaptation, on a travaillé à 4 sur la dramaturgie. C'est à partir du moment où j'ai su que je serais metteur en scène, quand on a décidé que je sois metteur en scène de ce spectacle, j'ai dit mon point de départ de dramaturge, c'était qu'il faut pas que ça soit l'intégral roman qu'on amène. Il faut qu'on prenne le roman, l'adaptation prenne à contre-pied le roman, mais tout en transcrivant l'idée même du roman, l'histoire, le récit du roman. Et voilà comment on a, avec le collectif Science contre Fiction de France, le collectif Fiction contre Fiction de France, avec 2 membres du collectif, Benjamin Fouchard et Rebecca Fels. Voilà comment on commence à discuter sur nos lectures du roman avec l'auteur et comment on se décide de faire le produit qui a été la pièce de théâtre jouée le 7 octobre à Brazzaville et le 25 du même mois à Pointe-Noire. Et pour cette occasion, là, c'est la captation qu'on va faire dans la grande salle parce que les endroits dans lesquels on a pu jouer ce spectacle auraient posé des problèmes d'adaptation par rapport à la technique et à la prise de son parce que ils étaient brouillants. Et donc, avec l'Institut français, nous avons convenu de faire ce spectacle en salle pour que les conditions acoustiques et filmiques soient bien réunies pour qu'on ait un produit qu'on va avoir parce qu'il nous est demandé un peu partout et parce que le souhait est aussi que ce spectacle soit joué hors du Congo et tourne aussi. C'est bien. Donc, c'est comme ça. Donc, dans le travail de l'adaptation, on était 4 au départ. Moi, je me suis retiré une fois qu'on a trouvé la bonne piste d'adaptation. Je me suis retiré de l'adaptation sur table parce que je voulais travailler avec la pièce en ayant un autre regard, celui typiquement du metteur en scène. Parce que si je contribue à l'écriture et que je vienne sur la mise en scène, c'est forcément je serai influencé par les décisions de dramaturge, de co-dramaturge dans mes choix de metteur en scène. Donc quand j'ai lancé, on a trouvé mais vraiment la ligne dramaturgique, j'ai dit aux 3 autres, bon, écoutez, c'est à vous de poursuivre le travail. Moi, je crois que je me retire pour que le travail que vous aurez fini de faire me paraisse nouveau et que j'aborde cela avec toute une virginité esthétique, artistique. Voilà comment j'ai, après qu'ils aient fini, reçu le texte et j'ai dit, voilà, celui-là. Bon, il y avait que je lisais, je disais, non, il y a ceci de trop, il y a ceci de moins, il y a un peu d'accent de ça et qui repartait en écriture. Et quand j'ai reçu cette dernière version, j'ai dit, ah ben voilà, là on peut travailler. Et à ce moment, on a fait un emploi du temps avec une équipe qui devait partir de la France, qui est arrivée ici en septembre, mi-septembre. On a travaillé jusqu'à mi-octobre pour la représentation du 7. Et après, nous sommes allés à Pointe-Noire et après, nous sommes revenus. Après une petite pause, on est en train de travailler pour notre captation, cet instant qu'on attendait tant. Et aussi, on aura le 16, la date du 16, à Manchina. On le rejouera en plein air, ce spectacle. Super. Et je sais qu'on ne souhaite pas bonne chance aux artistes, c'est ce qu'on dit. Oui, D'accord. Oui, donc, on a un terme pour ça. Et c'est quoi le terme? On dit au théâtre, on dit bonne merde.
Ah, d'accord. Bonne merde. Merci, en tout cas. Et est-ce que, vraiment, avec ton expérience, avec le recul, avec ton regard sur tout ce que tu as vécu, est-ce que tu auras un message à passer à tous ceux qui, comme toi, souhaiteraient vivre de leur talent et ne pas mourir dans une vie qui ne les correspond pas tout à fait? Ouais, mais c'est dangereux pour moi dire aujourd'hui à des gens comment vivre de leur talent. Ce que j'envie totalement au sens congolais du terme. Qu'est-ce qu'on entendrait par en vivre? Non, mais sinon, c'est... Vous aimez quelque chose, faites-le. C'est simple, c'est la simple chose qu'il y a dans la vie. Je sais qu'il y a plusieurs raisons qui nous empêchent parfois de le faire. Et actuellement, avec ce gros spectre de la fonction publique que je mets entre griffes, c'est quelque chose qui omnibule toutes les familles congolaises et qui oblige ces familles à imprégner les enfants tout petits, trop tôt, à tuer des velléités, des patients, des choses, parce que il est clair que pour la réussite dans ce pays, il faut un numéro matricule, un ceci et un cela, et une solde, machin. C'est très bien, c'est le fonctionnement exact d'un État. Mais après, aiment-ils seulement ce qu'ils font? Et on s'étonne aujourd'hui, moi je suis navré, c'est un manque d'amour pour son métier, raison pour laquelle tous les services sont à terre. Tu viens pas à un boulot à 10 heures pour le quitter à 12 heures, pour aller faire quoi? Tu le passes où ton temps? Est-ce que tu sais ce que tu es censé faire? Surtout dans les services où les rencontres, mais vraiment le contact humain est nécessaire, l'enseignement, la santé, et même la police. C'est assez indigne, c'est après avoir tout cherché, et c'est aujourd'hui, ben effectivement, c'est ça en fait le brouillard avec tout le climat de l'emploi. Tout le monde court dans tous les sens. On a besoin d'un dossier ici. Qu'importe là, ce qu'on va faire, le plus important c'est d'arriver. Et c'est devenu même dans le langage courant. C'est saoulant en fait. Je dis mais comment on fait ça? Et après on se plaint que les gens ils font pas bien leur boulot. Mais c'est parce qu'on ne veut pas bien. On sait qu'on n'est pas là pour bien le faire. Déjà les gens ils sont partis. C'est un postulat en fait. C'est pas de bien faire le boulot, c'est juste de l'avoir. Et donc et c'est pour cette raison que beaucoup s'ennuient. Et c'est cet ennui parce que l'ennui c'est un danger. Tu t'ennuies en tant qu'infirmier. C'est quand même, tu as les vies des gens. C'est des erreurs assez scientifiques comme ça qu'on arrive à laisser passer. Simplement, ah ben oui, il y a eu une petite erreur, machin. Et les erreurs sont d'une gravité, mais tu dis, mais d'accord. Mais comme tout ressemble à de la gadoue, on est là, on s'y plaît, personne ne réinterroge l'endroit de la sensibilité humaine. Peut-être que c'est dû à mon boulot aussi. Je suis artiste, je suis comédien, je suis dans le théâtre, mais la sensibilité des mots, la sensibilité d'un public, un public pas satisfait, comment est-ce que moi j'endosse ça? C'est difficile en fait. Je supporte pas ne pas aimer son travail. Désolé, aimer son travail, aimer ce que vous faites, aimer ce que vous aimez et faites ce que vous aimez surtout. Et à ce moment-là, comme je le dis souvent, soyons. Soyons. Donc, nous arrivons donc au terme de notre émission et avant de nous séparer, nous allons partager un café slam. Donc, comme je te l'annonce, le café slam que nous faisons, c'est une petite rubrique que nous avons créée dans le cadre des ateliers Renaissance qui vont bientôt voir le jour et qui ont pour objectif de donner une plateforme de recherche et puis de construction, de reconstruction de toutes les personnes qui ont envie d'explorer leurs plumes.
Est-ce que je sais que tu as une surprise pour nous. Est-ce que tu voudrais partager le texte que tu nous as réservé à nos chers auditeurs? Oui, ce texte est un texte d'un auteur que je ne saurais présenter. C'est mon auteur religion, c'est mon auteur divinité. C'est juste quelqu'un que je découvre avec, à chaque page, au fil des mots, j'y vois une sorte de remise en question de moi-même, d'interrogation, de construction. C'est Sonny Laboutansi. C'est ce monsieur avec une force des mots que je préfère vous partager que de commenter. D'accord. Donc, c'est l'acte de respirer, deuxième version. Je m'en vais lire donc. Oula, la lumière. Nous avons vidé la vie à coups de questions. Qui en est? Où on est? Où va-t-on? À toutes ces questions, je donne une réponse. Mais pour l'accepter, il faut avoir le courage, je dirais même le culot d'exister. Au fond, si vide il y a, pourquoi ne pas en profiter pour y mettre quelque chose? Pourquoi ne pas l'utiliser à exister? L'homme est trop beau pour qu'on le néglige. Cependant, ne vous abusez pas. Je ne parlerai jamais du petit collectionneur de plaisir, ni du petit vendeur de situation, ni du monteur de vin, ni du caissier d'opinion, ni du brouteur de position, ni de l'émondeur de slogan, ni de la petite machine à calculer les races. Je ne parlerai jamais du truand esthétique, ni du cochon idéologique, ni du délinquant culturel, ni du drogué linguiste, ni du débauché tiers-mondisant. Je ne parlerai pas du candidat au néant. Je parle du volontaire. Volontaire parce qu'en fin de compte, la mention d'humain est tellement crasseuse qu'elle n'appartient qu'aux volontaires. Volontaire à la condition d'homme. Qui veut, mais surtout qui dit mieux. Les révolutionnaires ont échoué et leur échec est plus cuisant que celui des saligots en titre. Les bourgeois ont échoué comme des hommes, les révolutionnaires ont échoué comme des dieux. Poète, dira-t-on. Mais le poète, qu'a-t-il de plus que les autres, sinon son entêtement? Il se nomme à traverser la vie là où la viande est ferme. Il se désigne à puiser les choses dans leur nom. Bref, il parle et respire à titre d'exemple. En cela, il est différent de l'homme qui s'improvise en improvisant l'univers. En posant l'acte d'exister, il échappe délicieusement au terrorisme de respirer. Il crée ce corps-langage où son âme vante. Ce langage-monde, pourquoi pas? Il arrive à épingler l'univers au fond de son émotion. Et quand le vulgaire déclare « on ne vit qu'une fois », il éclate, impuissant. Maintenant, qui est poète et qui ne l'est pas? Je crois humblement que tout homme est poète qui accepte de traverser la vie par cet endroit qu'on nomme mention d'homme. L'écrivain de la poésie devient donc un traître, traître au sublime, traître au naturel, traître à la beauté. Mais l'acte de respirer n'est sûrement pas une quelconque forme d'écriture. C'est, on dirait, la douleur d'une âme qui vient d'accoucher des dimensions exactes de l'univers. J'oblige les choses à exister et elles obéissent délicieusement. Vous croyez peut-être que c'est chose facile de régler une fois pour toutes le différent homme-univers, de résoudre l'équation matière inhabitée? Maintenant, est-ce que cela me donne ce qu'on appelle du mérite? Je ne crois pas. J'ai simplement eu le culot d'exister. Pourquoi voulez-vous que cela s'appelle mérite? Entêtement? Non, l'entêtement n'est pas un mérite. Et je m'entête à nommer la vie. Je m'entête à trouver la vie. C'est l'un des plus beaux textes que j'ai jamais entendu de toute ma vie.
Ah ben dis donc, tout le livre est une montagne de... Je crois que je vais te l'emprunter. Non, c'est vrai que j'ai quand même, je vais pas avoir la prétention d'avoir beaucoup lu, mais de ce que j'ai lu, c'est l'un des plus beaux textes que j'ai jamais entendus. Ah mais, bah moi j'ai un relief c'est mes textes mantras. Je vais dormir, je lis un poème de Sony. À mon réveil, je me dis, comment est-ce que je vais aborder cette journée? Je lis un truc, je me retrouve de la force, je me trouve des raisons d'exister. Je me trouve des raisons de poser cet acte au quotidien. C'est vraiment, bah, comme vous avez pu le constater, c'est l'introduction d'un texte et les poèmes à l'intérieur sont, désolé pour moi, c'est mon avis, hein, mais bon, c'est mes tasses café. C'était une très belle découverte. Merci pour nos chers auditeurs. Et moi, je vais partager parce que pendant que j'étais en train de t'attendre, j'ai écrit un texte qui me semblait résonner avec ce que nous avons partagé ici. Oula. Alors, le texte, je l'ai intitulé « Dans la vie, je vis ». On me pose souvent la question de savoir ce que je fais dans la vie. Eh bien, dans la vie, je vis. Et c'est fou ce que c'est un sacré métier. Je suis toujours un peu étonnée que cette question dans une conversation soit toujours l'une des premières à être posée. À croire que les gens ont besoin de tout de suite, pas après, pas demain, de savoir quelle étiquette sur votre tête ils peuvent se permettre de poser. Et en vrai, quel niveau de respect ils peuvent vous accorder, et même s'ils devraient, s'ils y sont obligés. Dans le fond, de façon terre à terre, ils veulent savoir si vous êtes quelqu'un d'important, tout du moins de plus important qu'ils ne le sont. Ils veulent savoir si votre nom est précédé d'un titre oui ou non, ou s'il est reconnu sur la scène publique. Et si vous êtes un anonyme qui a tout de même l'intelligence de savoir comment on fait de l'argent. À la lumière de la réponse que vous allez leur donner, il suffit de 2 secondes pour que les calculs soient faits, que l'équation soit résolue. En 2 secondes, ils sauront, ou du moins ils décideront, si vous êtes quelqu'un de fréquentable ou pas ou peu recommandable. Est-ce que vous pouvez gérer un problème? Est-ce que vous pouvez apporter des solutions? Est-ce que vous pouvez être la solution à leurs problèmes, vous l'aurez compris, à leurs problèmes d'argent? Ainsi, les connexions s'établissent sur la base du fric ou de quelque chose qui s'en rapproche. Car si vous n'êtes pas quelqu'un dans des termes humains, vous connaissez sans doute quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut mieux correspondre à certains intérêts. Bienvenue dans la trame de la société où vous êtes accepté ou du moins toléré pour votre valeur marchande ou peut-être pour la puissance, la pertinence, l'excellence de vos talents. Qu'il vous faut bien évidemment jour après jour défendre comme pour prouver au monde que vous êtes bien vous. Mais au fait, au juste, qui êtes-vous? Et à l'aune de quels paramètres est définie votre valeur? Il y a un mec dans le ciel que moi je connais qui vous demandera jamais « tu fais quoi dans la vie ?» C'est lui qui d'ailleurs fait votre vie. Il construit, déconstruit les destinées selon ses desseins, il réarrange, il réoriente les vies de tous ceux qui semblent et se croient décidément perdus. Il dit d'ailleurs de lui qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et moi désormais, dans la vie, je vis. Renaissance. Waouh, bravo, 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 très joli texte. Oula, mais l'acte. Mais c'est vraiment très joli acte, en tout cas, c'est très intéressant. C'est effectivement, il y a que ça qui compte dans la vie, en fait. La vie, à une époque, j'ai entendu quelqu'un dire, c'est le plus beau boulot, c'est vivre. C'est le boulot qui vous demande très peu de choses, qui vous demande ce que c'est se réveiller, prendre des décisions, engager une journée. C'est déjà plus que le métier que vous irez faire. C'est ça en fait. Mais bon, en même temps, quel boulot que vous feriez pour lequel vous gagnerez de l'argent ne serait pas vivre? Soyons. C'est sur ces mots que nous allons nous séparer. Nous vous remercions, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, accueillis dans vos foyers, dans vos taxis, dans vos moyens de déplacement. Nous nous disons à lundi prochain pour une nouvelle émission et d'ici là, portez-vous bien.